Bonjour et bienvenue à Voyage dans l'espace, où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Ici Florent Monnier en compagnie de Claude Lafleur et de Cédric Caillot. Aujourd'hui nous nous demandons comment en est-on parvenu à élaborer le calendrier que nous utilisons tous les jours. Et comme on le verra, c'est une question qui préoccupe l'humanité depuis des millénaires, Claude. En effet, pourquoi une année compte-t-elle 365 jours et parfois 366 répartis sur 12 mois? Et pourquoi est-ce si important? Car aussi loin qu'on remonte dans l'histoire de l'humanité, on constate que nos lointains ancêtres ont cherché à mesurer le temps et à établir des calendriers. On observe même qu'ils n'ont pas ménagé des efforts pour ce faire. Mais pourquoi donc était-ce si important pour eux? De nos jours aussi, et souvent sans que nous nous en rendions compte, la notion d'année est essentielle. C'est bien entendu le cas pour les agriculteurs et quantité de professionnels qui dépendent du temps qu'il fera et des saisons. Mais c'est aussi le cas pour chacun de nous lorsqu'il s'agit de se préparer aux prochaines semaines. Si on remonte à l'époque lointaine où nous étions des nomades chasseurs-cueilleurs, on découvre qu'on a graduellement pris conscience d'une succession de périodes, certaines propices à la chasse ou à la cueillette de fruits, de légumes ou d'herbes, et petit à petit, on a pris conscience d'une succession de périodes de pluie et de sécheresse, de crues des eaux ou bien de leur retrait, mais aussi de la nécessité de se déplacer d'un site à un autre. On prenait ainsi conscience du rythme des saisons sans avoir aucune idée du pourquoi. On s'est alors mis à tenter de prédire ce cycle essentiel à notre survie. Mais comme nous relate Sébastien Pronier, un archéologue et l'un de nos auditeurs, ce ne fut pas une mince affaire. Il faudra en effet des millénaires pour y parvenir jusqu'à l'année 1582. Et ce, grâce entre autres à des initiatives de l'Égypte des pharaons, de Jules César et du pape Grégoire XIII. C'est une histoire fascinante que nous vous racontons aujourd'hui. C'est de cette façon que Sébastien nous introduit à nouveau à l'archéoastronomie, c'est-à-dire à l'étude des liens entre l'astronomie et les civilisations anciennes, notamment à travers leurs monuments, leurs calendriers et leurs pratiques religieuses ou agricoles. Dans un précédent épisode, le balado 177, il nous a fait découvrir les grands monuments de l'archéoastronomie, notamment Stonehenge et Chichén Itzá, ainsi que la navigation polynésienne. Pour mémoire, rappelons que les premiers Homo sapiens, c'est-à-dire nous, sont apparus sur Terre il y a 2,5 millions d'années. Puis, il y a 70 000 ans, survient la révolution cognitive, c'est-à-dire le développement de nos capacités à apprendre, à mémoriser et à communiquer, et il y a 12 000 ans, celle de l'agriculture, le début des premières civilisations. L'écriture, elle, a été inventée il y a environ 5000 ans, nous faisant passer de la préhistoire à l'ère historique, à partir de laquelle on possède des traces écrites de notre histoire. Enfin, il y a 500 ans débute la révolution scientifique. Si on condense l'histoire en une année, l'évolution de l'apparition de la vie sur Terre il y a 4 milliards d'années, on constate que notre espèce est arrivée sur Terre dans les dernières heures de cette année. C'est dire à quel point on est arrivé extrêmement récemment dans l'histoire de la Terre. Pouvons-nous imaginer l'époque où le temps n'existait pas? Pose Sébastien Pronier. C'est-à-dire l'époque où on ne pouvait pas consulter une montre ou une horloge pour connaître l'heure? Une époque aussi où on ne possédait pas de calendrier pour nous indiquer dans quelle saison nous nous trouvions, mais surtout, quand sera-t-il temps de se préparer à la saison suivante? Or, il n'y a pas besoin de remonter bien loin dans le temps pour s'imaginer une telle époque, alors que, paradoxalement, cette préoccupation remonte, elle, à il y a très longtemps. Établir la durée exacte de l'année, qui peut sembler aujourd'hui purement administratif, a pourtant été l'une de nos grandes quêtes. En effet, aussi loin que nous pouvons remonter dans l'histoire, on constate que nous avons cherché à interpréter les rythmes naturels que l'on observait aisément partout autour de nous. Le jour succède à la nuit. Les saisons reviennent, apportant avec elles la migration du gibier,
la croissance des plantes, puis leur disparition. Et au-dessus de nos têtes, la Lune apparaît, disparaît, puis revient, selon un cycle étonnamment régulier. Le temps qui s'écoule n'était donc pas pour nos lointains ancêtres une abstraction, mais il était visible, tangible et inscrit jusque dans le ciel. Ces cycles naturels, la rotation quotidienne du ciel, les variations de la durée d'ensoleillement, le retour des saisons, les phases de la Lune, ont constitué les premiers repères temporels de l'humanité. Les comprendre était bien souvent une question de survie. Savoir quand chasser, quand cueillir, quand semer, quand se préparer pour l'hiver. Très tôt, la mesure du temps est donc devenue un enjeu pratique, mais aussi un enjeu symbolique et spirituel. Observer le ciel, c'était tenter de dialoguer avec un ordre cosmique que nous percevions généralement comme supérieur à nous. Parmi ces cycles, celui de la Lune s'impose naturellement comme le plus évident. Une lunaison, c'est-à-dire le temps qui sépare deux nouvelles lunes, dure environ 29 jours et demi. Facile à observer, ce rythme a probablement servi de premier calendrier ou du moins de cadre temporel à de nombreuses sociétés préhistoriques. On peut penser qu'avec le temps, ces sociétés ont réalisé que le cycle des saisons revenait après une douzaine de lunaisons, soit après environ 354 jours. Toutefois, à la longue, ils constataient que ce n'était pas tout à fait le cas. Sans trop comprendre pourquoi, ils observaient que ce cycle recommence plutôt tous les 365 jours environ. Résultat, en se basant sur un calendrier strictement de 12 lunaisons, on observe un glissement des saisons qui arrive d'une année sur l'autre, avec une dizaine de jours de retard. En pratique, observait-il, les saisons recommençaient après un peu moins de 12 lunaisons et demie. C'était là un véritable casse-tête mathématique. Comment concevoir alors un calendrier simple capable d'indiquer la venue des saisons ? Toute l'histoire des calendriers peut se lire comme une tentative de réconcilier ces cycles discordants, le jour, le mois et l'année. C'est ainsi que la solution que nous utilisons de nos jours, une année de 365 jours complétée par une année bissextile à tous les 4 ans, est l'héritière de milliers d'années d'observation, d'ajustements, d'erreurs et parfois de réformes imposées de manière radicale. Remontons donc le temps pour comprendre comment les sociétés anciennes ont appris à lire le ciel, à compter les jours et à façonner le temps lui-même. Des premières traces laissées par des chasseurs-cueilleurs jusqu'aux grandes réformes calendaires de l'Antiquité et de l'époque moderne, l'archéoastronomie nous offre un regard fascinant sur notre rapport au monde et à ses rythmes fondamentaux. Les premières observations. Si on remonte très loin dans le passé, bien avant l'invention de l'écriture ou de l'agriculture, une question s'impose presque naturellement: comment les premiers humains percevaient-ils le temps ? Sans chiffres, sans mots pour nommer les jours ou les mois, mais avec un ciel omniprésent au-dessus de leur tête, les sociétés préhistoriques ont pourtant laissé des indices de leur rapport au rythme céleste. Parmi tous les astres visibles à l'œil nu, la Lune occupe une place à part. Car, contrairement au Soleil, difficile à observer directement, la Lune est changeante, expressive. Chaque nuit, elle se transforme. Elle disparaît, renaît, grandit, décroît, selon un cycle remarquablement régulier de 29 jours et demi. Ce rythme, visible partout sur Terre, sans instrument, est probablement le tout premier repère temporel universel de l'humanité. L'un des objets les plus souvent cités lorsqu'on évoque les origines de la mesure du temps est l'os de Lebombo. Il a été découvert dans les montagnes de Lebombo, à la frontière actuelle entre l'Afrique du Sud et l'Eswatini. Et il est daté d'environ 44 000 ans, ce qui le place au Paléolithique supérieur. L'objet est modeste. Il s'agit d'un petit os de babouin sur lequel ont été gravées 29 entailles. Rien de figuratif, aucun motif décoratif évident, seulement des marques alignées. Et c'est précisément cette simplicité qui intrigue les chercheurs. Pourquoi 29 entailles ?
Pour de nombreux archéologues, ce nombre n'est probablement pas accidentel. Il correspond presque exactement à la durée d'un mois lunaire de 29 jours et demi. L'interprétation la plus répandue est donc celle d'un compteur de cycles lunaires, une manière de suivre le passage du temps en comptant les nuits. Il est important ici de rester prudent toutefois. Rien ne permet d'affirmer avec certitude que l'os de Lebombo était un calendrier au sens strict. Il pourrait aussi s'agir d'un simple outil de comptage, des jours écoulés ou bien des proies chassées ou encore d'événements marquants. Pourtant, le lien avec la Lune reste très plausible car aucun autre cycle naturel visible n'offre une régularité aussi évidente sur environ 29 jours. Si cette interprétation est correcte, l'os de Lebombo pourrait représenter la plus ancienne trace connue d'une mesure du temps, bien avant toute civilisation, tout temple ou toute ville. Un autre objet célèbre vient renforcer cette hypothèse d'un rapport très ancien entre comptage et cycle naturel. L'os d'Izango, découvert près du lac Edward, en République démocratique du Congo, est daté d'environ 20 000 ans. Notons que nous vous montrons ces deux os dans le fascicule qui accompagne ce balado. Là encore, il s'agit d'un os, cette fois-ci orné de plusieurs colonnes d'entaille, organisées de manière beaucoup plus complexe que celle de Lebombo. Les marques ne semblent cependant pas disposées au hasard. Certaines séries de nombres intriguent particulièrement les chercheurs. On y retrouve des groupements, des symétries, voire des motifs qui évoquent des systèmes numériques rudimentaires. Les interprétations sont nombreuses et parfois controversées. Certains chercheurs y voient un outil mathématique primitif, peut-être lié à l'addition ou à la base 10. D'autres proposent une lecture calendaire où les marques correspondraient à des phases lunaires, à des saisons ou à une tentative de concilier différents cycles temporels. Ce qui est fascinant ici, c'est que l'os d'Ishanko suggère une pensée déjà structurée autour du nombre et du temps. Même si le débat reste ouvert, il est clair que cet objet témoigne d'une capacité abstraite avancée et possiblement d'une volonté de maîtriser le passage du temps ou, du moins, de le rendre prévisible. Et puis, il y a environ 20 000 ans, dans des grottes célèbres comme Lascaux, Chauvet ou Altamira, les peintures animales ont longtemps été interprétées comme de simples représentations symboliques ou artistiques. Mais des recherches plus récentes proposent une lecture radicalement différente. Et si ces œuvres étaient aussi des supports de mémoire temporelle? À côté de nombreuses figures animales, on observe des lignes de points, de traits, parfois des symboles en forme de Y. Pendant longtemps, ces marques ont été considérées comme décoratives ou énigmatiques. Or, une étude récente avance une hypothèse audacieuse. Ces points pourraient correspondre au nombre de mois lunaires associés au cycle de reproduction des animaux représentés. Prenons un exemple, un bison entouré de séries de points. Ces marques pourraient indiquer le moment de l'année où l'animal s'accouple ou met bas. Autrement dit, il ne s'agirait pas seulement d'art, mais d'un véritable calendrier écologique fondé sur des cycles lunaires et saisonniers. Cette hypothèse est d'autant plus intéressante que ces symboles apparaissent dans plus de 400 grottes européennes. Une telle récurrence suggère l'existence d'un système partagé, transmis culturellement et compris par les groupes humains de l'époque. À Lascaux, certaines études montrent également que les animaux semblent organisés en ordre saisonnier. Les chevaux seraient associés au printemps, les aurochs à l'été, les cerfs à l'automne. Cela suggère que les grottes pourraient refléter une vision cyclique du temps, intimement liée aux saisons, à la faune et à la survie. Cependant, encore une fois, cette théorie, bien que très séduisante, doit être prise avec prudence. Toutes ces hypothèses convergent vers une idée centrale. La Lune était incroyablement pratique comme outil de mesure du temps. Elle offre plusieurs avantages décisifs. Chaque nuit est différente, les cycles sont réguliers et faciles à mémoriser. Elle est visible partout sur Terre et elle ne nécessite aucun instrument. Mais ce calendrier lunaire avait aussi ses limites majeures. 12 lunaisons ne couvrent qu'environ 354 jours, soit une dizaine de jours de moins qu'une année, et sans correction, les saisons finissent par se décaler.
Il est probable que dès la préhistoire, les humains aient perçu ce problème et parfois ajouté un 13e mois de manière empirique pour réaligner le temps lunaire avec le rythme de la nature. Ce décalage entre la Lune et le Soleil est sans doute l'un des moteurs fondamentaux de l'histoire des calendriers. Il explique pourquoi, plus tard, les sociétés chercheront à intégrer le Soleil, les solstices et les équinoxes dans leur système temporel. Ce que révèlent ces premières traces, ce n'est pas l'existence de calendriers précis au sens moderne, mais une sensibilité profonde au cycle. Pour les chasseurs-cueilleurs, le temps n'était pas une abstraction découpée en unités fixes. Il était vécu, observé, ressenti à travers le ciel, les animaux et les saisons. Vers un calendrier annuel élaboré. Les premières sociétés humaines ont très probablement utilisé la Lune comme premier repère temporel. Mais puisque les mois lunaires ne correspondent pas exactement au cycle des saisons, cette inadéquation devient problématique à mesure que les sociétés deviennent plus complexes, que la chasse s'organise, que les rassemblements rituels se multiplient, puis que l'agriculture apparaît. Progressivement, une idée s'impose. Pour comprendre pleinement le temps, il ne suffit plus d'observer la Lune, mais il faut aussi regarder le Soleil et en particulier son parcours annuel sur l'horizon, marqué par les solstices et les équinoxes. C'est ce passage progressif d'un temps lunaire à un temps solaire que l'archéoastronomie nous permet aujourd'hui de reconstituer. Situé dans le sud-est de l'actuelle Turquie, Göbekli Tepe est l'un des sites archéologiques les plus déconcertants jamais découverts. Daté d'environ 9600 à 8200 ans avant notre ère, il précède de plusieurs millénaires l'invention de l'agriculture, de la poterie et de l'écriture. Pourtant, on y trouve d'immenses cercles de piliers mégalithiques en forme de T, finement sculptés, pesant parfois plusieurs tonnes. Depuis sa découverte dans les années 1990, Göbekli Tepe a profondément bouleversé notre compréhension des sociétés préhistoriques. Il suggère que des groupes de chasseurs-cueilleurs étaient capables d'organiser des projets architecturaux monumentaux impliquant coordination, transmission de savoir et possiblement une cosmologie élaborée. Récemment, une hypothèse encore plus audacieuse est venue s'ajouter à ce tableau déjà fascinant. Sur certains piliers, on observe des symboles en forme de V et gravés de manière répétée. Selon cette interprétation, ces marques ne seraient pas décoratives, mais constituent un système de comptage potentiellement journalier. Un pilier en particulier semble présenter 365 marques organisées en groupes correspondant à 12 cycles lunaires et auxquels on ajoute 11 jours supplémentaires. Une structure qui rappelle fortement un calendrier solaire. Certains symboles associent ces marques à des figures animales. Ces animaux pourraient symboliser des moments clés de l'année, notamment le solstice d'été. Si cette hypothèse est correcte, Göbekli Tepe ne serait pas seulement un site rituel ou symbolique, mais aussi un outil monumental de mesure du temps, reliant les cycles lunaires au mouvement annuel du Soleil. Il faut toutefois insister sur un point essentiel, cette interprétation reste débattue. Beaucoup d'archéologues appellent à la prudence. Les symboles peuvent avoir plusieurs sens et l'absence d'écriture rend toute interprétation fragile. Néanmoins, même comme hypothèse, Göbekli Tepe illustre une idée fondamentale. Très tôt dans l'histoire humaine, le temps devient une préoccupation centrale, suffisamment importante pour être inscrite dans la pierre. Si Göbekli Tepe demeure hypothétique sur le plan calendaire, un autre site beaucoup plus discret offre une preuve bien plus solide. À Warrenfield, au nord-est de l'Écosse, des archéologues ont mis au jour en 2013 un ensemble étonnant daté d'environ 8000 ans avant notre ère. Le site se compose de 12 fosses creusées dans le sol, disposées selon un arc subtil. À première vue, rien de monumental, pas de pierres dressées, pas de sculpture. Pourtant, leur organisation est extrêmement révélatrice. Ces 12 fosses correspondent très précisément
aux 12 lunaisons de l'année. Mais ce qui rend Warren Field exceptionnel, c'est un détail crucial. L'ensemble est aligné sur le lever du soleil au solstice d'hiver. Autrement dit, ce système permettait non seulement de suivre le cycle lunaire mois après mois, mais aussi de réinitialiser le calendrier chaque année en le recalant sur le cycle solaire. C'est précisément ce mécanisme qui manquait au calendrier purement lunaire. Avec Warren Field, nous sommes en présence d'un véritable calendrier solaire, un outil permettant de concilier les mois lunaires avec l'année. De nombreux chercheurs considèrent aujourd'hui Warren Field comme le plus ancien calendrier connu à ce jour. Il témoigne d'une compréhension fine des cycles célestes et de leur décalage naturel. Une compréhension acquise bien avant l'agriculture et les premières cités. Ce site marque une étape décisive, le moment où le temps n'est plus seulement observé, mais corrigé consciemment. Avec l'apparition des premières civilisations urbaines en Mésopotamie vers 3000 avant notre ère, la mesure du temps change encore d'échelle. Le temps n'est plus seulement lié à la survie ou au rituel, mais devient un outil administratif, politique et religieux. Les Sumériens puis les Babyloniens utilisent un calendrier sophistiqué. Les mois commencent avec l'observation de la nouvelle lune, mais les saisons doivent rester synchronisées avec le cycle agricole. Pour résoudre le problème de décalage, ils développent un système d'intercalation. Lorsqu'un désalignement devient trop important, un mois supplémentaire est ajouté. Au départ, cette décision est prise de manière empirique, souvent par des prêtres astronomes. Plus tard, des règles plus systématiques sont mises en place. Le calendrier mésopotamien repose sur une observation attentive du mouvement annuel du Soleil, notamment pour maintenir la cohérence avec les saisons. Ce système reflète parfaitement la vision du temps des civilisations mésopotamiennes, un temps fondamentalement cyclique, mais nécessitant une intervention humaine pour rester en harmonie avec le cosmos. Puis, avec l'Égypte ancienne, nous franchissons une étape décisive dans l'histoire de la mesure du temps. Pour la première fois, un système calendaire entièrement fondé sur le Soleil est conçu et utilisé à grande échelle. Ce calendrier cherche avant tout à refléter le retour régulier des saisons et plus précisément un événement vital, la crue du Nil. Car en Égypte, le temps n'est pas une abstraction cosmique, il est directement lié à la survie du royaume. Chaque année, la montée des eaux du Nil dépose une épaisse couche de limon fertile sur les terres agricoles. Si la crue est trop faible, c'est la famine. Si elle est trop forte, ce sont les destructions. Savoir quand elle va survenir est donc une question absolument centrale. Très tôt, les prêtres astronomes égyptiens remarquent une coïncidence remarquable. Juste avant la crue annuelle, une étoile brillante, Sirius, réapparaît dans le ciel à l'aube après une période d'invisibilité. Ce phénomène est appelé le lever héliaque de Sirius. D'une année à l'autre, cet événement revient à intervalles réguliers d'environ 365 jours. Pour les Égyptiens, ce n'est pas un hasard astronomique, mais un signe cosmique. Sirius devient l'étoile annonciatrice du renouveau. Elle symbolise l'ordre du monde, la stabilité cosmique, ce que les Égyptiens appellent le Ma'at, l'équilibre fondamental entre les dieux, le pharaon et la nature. C'est sur cette régularité que se construit le calendrier civil égyptien. Et ce calendrier est d'une simplicité remarquable. L'année est divisée en 12 mois de 30 jours, auxquels s'ajoutent 5 jours supplémentaires placés à la toute fin de l'année. Ces 5 jours hors du temps ont une importance mythologique majeure. Ils sont consacrés à la naissance de grandes divinités comme Osiris, Isis, Seth, Nephthys et Horus l'Ancien. Autrement dit, même les ajustements techniques du calendrier sont intégrés à la cosmologie religieuse. L'année égyptienne compte donc exactement 365 jours. Aucun mois lunaire, aucune observation nocturne nécessaire pour faire fonctionner ce système. On est face à un outil administratif parfaitement adapté à une civilisation centralisée. Ce calendrier structure tout, la perception du temps, les fêtes religieuses, la collecte des impôts, l'organisation du travail agricole.
et même la légitimité du pouvoir royal. Cependant, le calendrier égyptien n'est pas parfaitement exact, puisqu'en réalité, l'année dure 365 jours, 5 heures et 49 minutes. Cela signifie qu'il prend environ un quart de jour de retard chaque année, ce qui entraîne un glissement progressif. Les saisons se décalent lentement sur le calendrier. Au bout de 4 ans, le décalage est d'un jour. Au bout de 120 ans, il est d'un mois. Tandis qu'au bout de 1460 ans, le calendrier revient à son point de départ. Le calendrier égyptien constitue un tournant majeur. C'est le premier calendrier complet attesté par l'écriture, et son influence sera durable. Les Grecs s'y intéressent, les Romains s'en inspirent, et de nos jours encore, lorsque nous regardons une date sur un calendrier, nous sommes encore d'une certaine manière les héritiers des prêtres astronomes de l'Égypte antique. Ce parcours de Göbekli Tepe à l'Égypte révèle une transformation progressive mais fondamentale. Le temps passe d'un phénomène observé à un système organisé, puis à un outil de pouvoir et de structuration sociale. Observer la Lune permet de compter, alors que observer le Soleil permet de prévoir. Et lorsque les deux sont combinés, le temps devient un instrument capable d'organiser une société entière, travaux agricoles, fêtes religieuses, impôts, mandats politiques. Les Grecs, à chacun son calendrier. Après l'Égypte, on pourrait s'attendre à une continuité logique, un calendrier efficace, des règles claires, une mesure du temps de plus en plus stable, mais pas du tout. Lorsqu'on arrive dans le monde grec antique, la situation devient soudainement beaucoup plus complexe, pour ne pas dire franchement désordonnée. En effet, il n'existe pas un seul calendrier grec, mais des dizaines. Parfois même, plusieurs calendriers différents sont utilisés à l'intérieur d'une même cité. Pour l'archéologue et l'historien moderne, et parfois déjà pour certains Grecs de l'Antiquité, c'était là un véritable casse-tête. Mais cette diversité n'est pas une anomalie. Elle reflète la nature du monde grec, composé d'une mosaïque de cités indépendantes et profondément attachées à leurs traditions locales. Malgré cette diversité, les calendriers grecs partagent un principe fondamental. Le mois est lunaire. Partout ou presque, le mois commence avec la première apparition du croissant de la nouvelle lune. Selon la durée de la lunaison, les mois comptent 29 ou 30 jours, alternant de façon approximative. 12 mois lunaires forment une année d'environ 354 jours, soit 11 jours de moins que l'année. Mais les Grecs ne sont pas idiots, ils savent parfaitement que ce décalage provoque une dérive progressive des saisons. Une fête religieuse célébrée au printemps finit au fil des décennies par se retrouver en hiver si aucune correction n'est apportée. La solution classique est l'intercalation, c'est-à-dire l'ajout d'un mois supplémentaire certaines années. Dès le 8e siècle avant notre ère, de nombreuses cités suivent un schéma relativement simple. 3 mois intercalaires sur un cycle de 8 ans, ce qui permet une correction grossière du décalage entre l'année lunaire et l'année solaire. Ce système reste imparfait, mais il témoigne d'une chose essentielle, les Grecs réfléchissent activement au problème du temps. Le calendrier le mieux connu aujourd'hui est celui d'Athènes, appelé le calendrier attique. Non pas parce qu'il serait représentatif de tous les Grecs, mais simplement parce que les sources athéniennes sont abondantes. L'année commence à la première nouvelle lune après le solstice d'été. C'est un choix révélateur, car même dans un système lunaire, le Soleil reste un point de référence fondamental. L'année est composée de 12 mois de 29 ou 30 jours, et lorsque le décalage devient trop important, on ajoute un mois intercalaire. Mais ce qui fait la singularité et la complexité du système athénien, c'est qu'il n'existe pas un seul calendrier, mais plusieurs calendriers simultanés, chacun répondant à un besoin spécifique. On trouve ainsi un calendrier religieux, lunisolaire, réglant les fêtes et les sacrifices, un calendrier civique,
parfois organisé en 10 mois, utilisé pour certaines fonctions administratives. Un calendrier conciliaire, servant à organiser les réunions du conseil de la cité. Et un calendrier agricole fondé sur l'observation des étoiles. Autrement dit, un Athénien pouvait vivre dans plusieurs temps à la fois selon qu'il participait à un rituel, à une assemblée politique ou aux travaux des champs. Au 5e siècle avant notre ère, un pas décisif est franchi avec les travaux de l'astronome Méton d'Athènes. Il observe que 19 années solaires correspondent presque exactement à 235 mois lunaires. Ce rapport, connu sous le nom de cycle métonique, permet une synchronisation beaucoup plus précise entre la Lune et le Soleil. Le cycle métonique ne supprime pas l'intercalation, mais il la rend prédictible et régulière. Certaines cités grecques adoptent progressivement ce système qui influencera plus tard les calendriers hellénistiques, puis romains, et même le calcul médiéval de la date de Pâques. Cela montre que les Grecs ne se contentent pas de traditions empiriques, mais qu'ils sont capables d'intégrer des raffinements scientifiques lorsque le besoin s'en fait sentir. Mais, là encore, aucune cité n'impose sa solution aux autres. Pour bien comprendre l'ampleur du problème, il suffit de comparer Athènes à Delphes. À Delphes, l'année commence elle aussi à la nouvelle lune après le solstice d'été, mais le nom des mois est totalement différent et des règles locales varient. Le mois reste lunaire, bien sûr, mais cette simple différence suffit à créer un véritable décalage symbolique. Deux cités grecques, relativement proches géographiquement, peuvent ainsi vivre dans des années différentes, sans correspondance directe des mois. Cela pose un problème majeur pour les événements panhelléniques, comme les jeux pythiques à Delphes, ou les grandes fêtes religieuses communes. Pour fixer une date compréhensible par tous, les Grecs doivent souvent recourir à des repères astronomiques universels, une phase de lune, un solstice ou un équinoxe. Cette diversité a ses avantages. Elle offre une grande flexibilité religieuse permettant à chaque cité de préserver ses traditions. Elle favorise aussi une adaptation locale très fine aux réalités agricoles, sociales et culturelles. Mais les inconvénients sont tout aussi évidents. Un calendrier lunaire mal réglé dérive rapidement. 11 jours de décalage par an, c'est une saison entière de déplacement en moins d'une trentaine d'années. La multiplication des calendriers complique aussi les échanges entre cités. Et pour l'administration, ces calendriers sont tout simplement non pratiques. D'où la création de systèmes civils parallèles. Il faudra attendre Rome et l'imposition du calendrier julien pour voir émerger l'idée d'un seul temps uniforme et autoritaire s'appliquant à l'ensemble du monde connu. Le calendrier julien. L'histoire du temps n'est jamais neutre. Mesurer les jours, découper l'année, fixer des dates, tout cela relève autant de la science que du pouvoir. Le calendrier est un outil administratif, mais aussi politique, religieux et symbolique. À Rome plus qu'ailleurs, le contrôle du temps fut longtemps un instrument d'influence avant de devenir un enjeu de stabilité impériale. Parmi toutes les réformes calendaires connues dans l'Antiquité, celle menée par Jules César au 1er siècle avant notre ère occupe une place à part. Le calendrier qu'il instaure ne se contente pas de corriger des erreurs, mais il redéfinit durablement la manière dont l'Occident pense l'année. Utilisé pendant près de 1600 ans, et encore aujourd'hui dans certaines églises orthodoxes, il constitue l'un des héritages les plus durables de la Rome antique. Mais avant d'être un modèle de rationalité, le calendrier romain fut longtemps un véritable désastre. Le calendrier romain est à l'origine un système hérité en partie des traditions grecques et étrusques. L'année comprend 12 mois, mais leur durée est variable. Certains mois comptent 29 jours, d'autres 31, et le total annuel n'atteint pas systématiquement 365 jours. Et pour compenser le décalage avec la durée réelle de l'année, les Romains ont recours à un mois intercalaire inséré entre février et mars. Le problème n'est pas tant le principe que son application. En effet, la gestion du calendrier est confiée aux pontifes, des prêtres appartenant à l'élite politique. Officiellement, l'intercalation sert à réaligner le calendrier sur les saisons.
En réalité, toutefois, elle devient un outil de manipulation politique. En ajoutant ou en supprimant un mois intercalaire, on peut prolonger un mandat, on peut raccourcir une magistrature ou bien repousser une élection, ou encore retarder le remboursement d'une dette. C'est quand même amusant, hein, tout à fait. Au fil des décennies, le système se dérègle totalement. Les intercalations sont irrégulières, parfois oubliées ou parfois utilisées de façon opportuniste. Résultat, au 1er siècle avant notre ère, ce calendrier accuse plus de 3 mois de retard sur les saisons. Les fêtes censées marquer le printemps tombent en hiver. Les repères agricoles ne correspondent plus à la réalité. Et l'administration fonctionne dans un flou permanent. Cette situation n'est plus tolérable pour une république qui devient un empire. Lorsque Jules César arrive au pouvoir, Rome traverse une crise profonde. Guerre civile, instabilité politique, institutions affaiblies. Pour César, réformer le calendrier n'est pas un caprice intellectuel, mais une nécessité stratégique puisqu'un État qui ne maîtrise pas le temps ne peut pas coordonner ses armées, organiser efficacement la fiscalité, structurer les fêtes religieuses et administrer un territoire immense. César comprend aussi que la réforme du temps est un geste d'autorité. En imposant un nouvel ordre calendaire, il affirme son pouvoir sur les institutions, les prêtres et même sur la perception du monde. Pour mener à bien ce projet, il fait appel à un savant reconnu, Sosygène d'Alexandrie. Celui-ci est issu du milieu intellectuel d'Alexandrie, alors l'un des plus grands centres scientifiques du monde antique. Il connaît parfaitement le calendrier égyptien utilisé depuis des millénaires. Pour rappel, ce calendrier repose sur un principe radicalement différent de la tradition romaine. Il est strictement solaire. L'année compte 365 jours, répartis en 12 mois de 30 jours, plus 5 jours ajoutés en fin d'année. Pas de lune, pas d'intercalation irrégulière, pas de pontife décideur, le système est simple, stable et prévisible. Sosygène estime la durée de l'année solaire à 365 jours et un quart, soit une excellente approximation. César adopte cette approche avec enthousiasme, puisque le modèle égyptien offre précisément ce qui manque à Rome, la régularité. Toutefois, pour passer de l'ancien système au nouveau, une mesure radicale s'impose, puisqu'il ne suffit pas de décréter un changement. Encore faut-il d'abord réaligner le calendrier sur les saisons. César décide donc d'allonger exceptionnellement l'année 46 avant notre ère en y ajoutant plusieurs périodes intercalaires. Cette année comptera donc 445 jours. C'est donc la plus longue année jamais enregistrée dans l'histoire occidentale. Les historiens romains l'appelleront plus tard Annus Confusionis, c'est-à-dire l'année de la confusion. C'est assez étonnant ça comme anecdote. Exactement. Je ne sais pas quand les gens faisaient leur rapport d'impôt comment ça fonctionnait à l'époque, là. Mais si on allongeait l'année d'une centaine de jours, ça aurait des impacts majeurs de nos jours. Cette année de transition permet de remettre le calendrier en phase avec le cycle solaire. Une fois ce réalignement accompli, le nouveau système entre officiellement en vigueur le 1er janvier de l'an 45 avant notre ère. Le calendrier julien repose sur quelques principes simples, mais révolutionnaires pour l'époque. Une année normale de 365 jours divisée en 12 mois, dont la plupart comptent 30 ou 31 jours. Et un jour intercalaire est ajouté tous les 4 ans, en février, produisant une année de 366 jours. C'est notre calendrier, et c'est une rupture majeure. Pour la première fois dans le monde méditerranéen, un calendrier est adopté à l'échelle d'un État et imposé à des millions d'individus. Le principal avantage du calendrier julien est sa stabilité. Les mois ont une durée fixe, les années suivent un schéma prévisible et aucune autorité religieuse n'a besoin d'intervenir régulièrement. Le temps cesse d'être négocié et il devient réglementé. Cette stabilité profite immédiatement à l'administration romaine. Les mandats politiques, les échéances juridiques, les levées fiscales et les campagnes militaires peuvent désormais être planifiées avec précision, et c'est d'autant plus pratique puisqu'on pense que l'Empire romain était énorme à cette époque.
Absolument, il couvrait toute l'Europe et une partie de l'Asie. On peut difficilement imaginer ce que ça devait être d'administrer un tel empire aussi vaste avec les moyens de l'époque. L'adoption de ce calendrier joue justement un rôle fondamental dans la construction de l'empire. En imposant une structure temporelle commune à l'ensemble des provinces, Rome crée une référence partagée. Un marchand en Gaule, un soldat en Syrie ou un fonctionnaire en Égypte vivent désormais sous le même cadre annuel. Cela facilite les échanges commerciaux, la coordination militaire, la diffusion des cultes et des fêtes romaines et l'intégration progressive des territoires conquis. Le calendrier devient donc un instrument de cohésion impériale. C'est pourquoi la longévité du calendrier julien est sans équivalent dans l'Antiquité, et il structure le temps à travers l'Occident durant plus de 15 siècles. Et lorsque le christianisme s'impose, l'Église adopte naturellement ce calendrier pour fixer les grandes fêtes religieuses. Encore aujourd'hui, certaines églises orthodoxes l'utilisent pour déterminer Noël ou Pâques. C'est dire l'influence durable du calendrier julien. Malgré son génie structurel, ce calendrier n'est pas parfait. Sosygène avait estimé l'année solaire à 365 jours et 6 heures, alors qu'elle dure plutôt 365 jours, 5 heures et 49 minutes. L'écart est minime, 11 minutes et 14 secondes par an. À l'échelle humaine, c'est négligeable. Mais à l'échelle des siècles, c'est un problème puisque cet écart entraîne un décalage d'environ un jour tous les 128 ans. Progressivement, donc, les saisons, là aussi, glissent vers des dates de plus en plus précoces. Au temps de Jules César, l'équinoxe du printemps tombe autour du 25 mars, tandis que 16 siècles plus tard, il survient vers le 11 mars. Voilà donc que ce glissement pose un problème majeur pour le christianisme, dont la date de Pâques dépend directement de l'équinoxe du printemps et de la pleine lune. Plus le calendrier dérive, plus la date de Pâques s'éloigne de la signification astronomique et théologique, c'est-à-dire la naissance du Christ qui coïncide au bel hasard avec l'arrivée du printemps. C'est cette dérive qui déclenchera bien plus tard une réforme fondamentale. Ce qui est beau quand même, Claude, c'est que ça a duré des siècles avec ce calendrier. C'est déjà une solution bien plus performante. Exactement. Et dans le fond, là, on utilise encore de nos jours le calendrier égyptien, enfin le calendrier julien dérivé du calendrier égyptien, et qui va être réformé comme on va le voir dans quelques instants. Mais le calendrier qu'on utilise aujourd'hui remonte à plusieurs millénaires. Hein. C'est fantastique quand on y pense. La réforme grégorienne. Pour comprendre la nécessité de réformer le calendrier julien, tel qu'on le fera en 1582, il faut prendre en compte qu'il comprend 11 minutes de plus que l'année réelle. Cette imprécision s'accumulant au fil des siècles, ce calendrier avance lentement par rapport aux saisons, soit environ un jour tous les 128 ans, nous l'avons dit. C'est ainsi qu'après 16 siècles, donc, les dates calendaires ne correspondent plus à la réalité astronomique qu'elles étaient censées représenter. Ce glissement progressif aurait pu rester une simple curiosité astronomique s'il n'avait pas touché à un point névralgique du christianisme, la date de Pâques. Depuis le concile de Nicée en 325, l'Église avait fixé une règle précise. Pâques devait être célébré le dimanche suivant la première pleine lune après l'équinoxe du printemps. Cet équinoxe avait été fixé officiellement au 21 mars. Or, avec la dérive du calendrier julien, l'équinoxe astronomique tombait au XVIe siècle autour du 11 mars. Cela signifiait que Pâques était célébré de plus en plus tôt par rapport au cycle des saisons. Pour l'Église, ce décalage était plus qu'un problème technique. Il remettait en cause l'alignement entre l'ordre cosmique créé par Dieu, le calendrier liturgique et le sens théologique des fêtes chrétiennes. En d'autres termes, le temps sacré se désaccordait du ciel. Cette dérive du calendrier julien n'était pas une découverte du XVIe siècle. Dès le Moyen-Âge, des savants avaient signalé le problème. Des clercs, des astronomes et des théologiens savaient que le calendrier avançait trop vite. Mais réformer celui-ci posait un immense défi.
Il fallait trancher entre différentes solutions scientifiques, imposer une réforme à des royaumes entiers et assumer les conséquences sociales et religieuses d'une rupture dans le décompte du temps. Imaginez si de nos jours on devait réformer le calendrier tel qu'on le fait en 1582. En conséquence, durant des siècles, l'Église a renoncé à agir. Tout change au XVIe siècle, dans un contexte de profonde crise religieuse, alors que l'Europe chrétienne est alors déchirée par la réforme protestante et la contre-réforme catholique. Cette dernière est la réaction par laquelle l'Église catholique réagit face à la réforme protestante qui entend revenir aux sources et à la forme première du christianisme. Dans ce climat de remise en question de l'autorité papale, l'Église cherche à réaffirmer son unité doctrinale, liturgique et institutionnelle. Le Concile de Trente, petite ville du nord de l'Italie, réuni entre 1545 et 1563, en est l'expression la plus aboutie. C'est dans ce contexte que la question du calendrier est officiellement relancée. Les pères du Concile exigent en effet une correction afin de restaurer la cohérence du calendrier liturgique. Cette réforme du temps devient alors une affaire de survie symbolique pour l'Église catholique. Elle est finalement menée sous le pontificat de Grégoire XIII, élu pape en 1572. Juriste de formation et homme pragmatique, il comprend que le succès de l'opération dépendra d'une collaboration étroite entre science et autorité religieuse. En conséquence, cette réforme s'appuie sur les travaux des meilleurs savants de l'époque. Parmi eux, deux figures jouent un rôle central. En premier, Aloysius Lilius, médecin et astronome italien, met au point la solution mathématique permettant de corriger la dérive sans bouleverser entièrement le calendrier. Puis, Christopher Clavius, jésuite, mathématicien et astronome, sera chargé d'expliquer, de défendre et de diffuser la réforme dans toute l'Europe. Une réforme qui repose sur une idée simple mais puissante, corriger le passé et éviter toute dérive future. En pratique, il s'agit d'effacer l'avance de 10 jours accumulés en 12 siècles. C'est ainsi qu'en 1582, le jeudi 4 octobre fut suivi du vendredi 15 octobre. Une réforme radicale, 10 jours n'existèrent jamais. Pas de naissance, pas d'anniversaire, pas de fête, rien ne fut enregistré entre ces deux dates. Le temps venait de faire un bond en avant, un premier saut dans le temps. Et voilà qui donne lieu à une question amusante posée dans certains quiz à la télévision. Que s'est-il donc passé entre le 4 et le 15 octobre 1582 ? Réponse, absolument rien. Néanmoins, supprimer 10 jours ne suffisait pas, puisqu'il fallait aussi éviter que le calendrier ne dérive à nouveau. La solution élaborée par Lilius, adoptée par Grégoire XIII, fut élégante et subtile. La règle du calendrier grégorien devient toute année divisible par 4 et bissextile, sauf les années dites séculaires, c'est-à-dire divisibles par 100, à moins que celle-ci ne soit aussi divisible par 400. C'est ainsi que les années 1600 et 2000 sont bissextiles, mais pas les années 1700, 1800, 1900 et 2100. Grâce à cette règle, la durée moyenne de l'année demeure très proche de l'année réelle, le calendrier des grégoriens ne dérivant pas plus d'une journée à tous les 3000 ans. Si la réforme grégorienne est adoptée immédiatement par les pays catholiques, Espagne, Portugal, Italie et France, elle est fermement rejetée ailleurs puisqu'elle est notamment perçue dans les pays protestants comme une manœuvre papale. Accepter le calendrier grégorien, ce serait reconnaître l'autorité de Rome. Le temps devient alors un champ de bataille idéologique. C'est quand même amusant, on ignore souvent ce détail-là, mais ça a des portées politiques beaucoup plus grandes qu'on peut le penser. En fait de compte, certaines nations adoptent la réforme très tard. C'est notamment le cas de l'Angleterre et de ses colonies en 1752, dont le Canada, alors que la Nouvelle-France, le Québec, avait adopté le calendrier grégorien dès le départ. La Russie n'a adopté ce nouveau calendrier qu'en 1918, après la révolution bolchevique, et la Grèce qu'en 1923 et pour usage civil uniquement.
Ces décalages entraînent des confusions chronologiques puisque des événements sont datés différemment selon les pays. Étrangement, durant près de 3 siècles, l'Europe ne vit pas dans un temps unifié. C'est ainsi que, par exemple, le grand savant britannique Isaac Newton naît le 25 décembre 1642, selon le calendrier julien en vogue à l'époque dans ce pays, mais le 4 janvier 1643, selon le calendrier grégorien. De même, Sergueï Korolev naît en Russie le 30 décembre 1906, ce qui correspond à présent au 12 janvier 1907. Et c'est pourquoi aussi la fameuse révolution d'octobre, qui porta au pouvoir les bolcheviks en Russie, est survenue le 7 novembre 1917. Malgré les résistances, le calendrier grégorien finit par s'imposer. Il devient peu à peu la référence civile mondiale utilisée aujourd'hui pour les échanges économiques, la diplomatie, la science, les transports, la vie quotidienne et des milliards d'êtres humains. Il ne s'agit plus d'un calendrier religieux, mais d'un langage universel du temps. La réforme grégorienne est l'aboutissement de plus de 4 millénaires d'observations, d'erreurs, de corrections et de compromis entre ciel et société. Elle n'est ni une victoire purement scientifique, ni un triomphe religieux. Elle est le fruit d'un dialogue entre l'astronomie, la théologie, le pouvoir politique et l'expérience humaine du temps. En corrigeant la dérive du calendrier julien, l'Église n'a pas seulement ajusté des dates, elle a façonné le cadre temporel dans lequel nous vivons à présent. Et pourtant, malgré toutes ces tentatives de précision, une vérité demeure. Le temps réel ne se laisse jamais entièrement enfermer dans un calendrier. Mesurer le temps, hier comme aujourd'hui, reste l'un des plus anciens défis de l'humanité. Un défi à la fois scientifique et profondément humain. Soulignons enfin que le problème auquel a été confrontée l'humanité depuis les temps préhistoriques est que le cycle des saisons n'est pas lié à la Lune, mais plutôt au fait que la Terre, inclinée sur son axe de rotation de 23 degrés, circule autour du Soleil en 365 jours et un quart. Mais cette mécanique céleste était encore inconnue à l'époque du pape Grégoire XIII. D'où l'impossibilité de faire coïncider les cycles de la Lune avec celui des saisons. Conclusion, une précision remarquable, mais pas absolue. D'un point de vue astronomique, la réforme du calendrier grégorien est un immense succès, puisqu'à l'échelle de l'histoire humaine, son imprécision est négligeable, mais sur des échelles cosmiques, ce calendrier reste imparfait puisque la durée réelle de l'année varie légèrement à long terme, influencée par les perturbations gravitationnelles, la précession des équinoxes et les variations de la vitesse de rotation terrestre. En théorie, de nouvelles corrections seront nécessaires, mais pas avant plusieurs millénaires. C'est dire qu'au terme de ce parcours, une évidence s'impose. La mesure du temps n'est pas naturelle, ni universelle, ni immuable. C'est une construction humaine, élaborée sur des dizaines de milliers d'années, à partir d'une même impulsion fondamentale, observer le ciel pour donner un sens à la vie sur Terre. Aujourd'hui encore, nous vivons dans cet héritage. Nos mois inégaux, nos années bissextiles, nos semaines sans fondement astronomique sont le résultat d'une longue histoire faite d'observations, d'erreurs, de décisions politiques et de compromis culturels. Même le calendrier grégorien, pourtant d'une grande précision, n'est pas définitif. À l'échelle cosmique, il reste imparfait. Et c'est peut-être là l'enseignement le plus profond de ce voyage archéo-astronomique. Mesurer le temps, ce n'est pas le maîtriser. C'est tenter de construire un pont entre les rythmes de l'univers et nos besoins bassement humains. Un pont provisoire et toujours en mouvement. Depuis les premières entailles sur un os, jusqu'au calendrier que nous consultons chaque jour, l'humanité n'a jamais cessé de lever les yeux vers le ciel, non pas pour y lire un destin figé, mais pour y chercher un ordre auquel on accorde sa propre existence. Et tant que nous continuerons à observer le ciel, le temps restera une question ouverte. Et peut-être est-ce précisément ce qui le rend si profondément humain.
Voilà qui fait le tour d'horizon donc des calendriers. Je pense que, comme Florent, moi et Cédric, vous avez été peut-être surpris par un certain nombre de notions dont nous a fait part Sébastien Prognier, avec qui ça a été vraiment un réel plaisir de travailler. Franchement, là, on apprend beaucoup, je pense, tout le monde en lisant ses exposés sur l'archéoastronomie. D'ailleurs, Sébastien nous a préparé un 3e épisode dans lequel il va nous expliquer pourquoi les jours comptent 24 heures, pourquoi les heures comptent 60 minutes, pourquoi les minutes sont divisées en 60 secondes. C'est un exposé qu'on va diffuser l'automne prochain. Donc, à suivre. Entre-temps, le prochain balado, qui va être notre balado d'été, va parler de la fameuse éclipse que vous allez avoir la chance de voir, chers amis européens, le 12 août prochain, particulièrement en Espagne. Ce sera l'occasion d'en discuter, un astronome et moi, un collègue astronome et moi. C'est un spectacle absolument extraordinaire de voir une éclipse. Je vous souhaite d'aller la voir, surtout une éclipse totale. Et comme je l'ai déjà dit, je pense, dans un balado précédent, si j'avais le choix entre aller voir un lancement de fusée et aller voir une nouvelle éclipse, une seconde éclipse, je n'hésiterai pas un seul instant, j'irai voir une éclipse. Fait que nous allons en parler donc dans 2 semaines, en même temps en vous donnant certains conseils pratiques, parce qu'il y a des choses, j'imagine qu'en Europe, on parle beaucoup de cette éclipse-là, comme on parlait beaucoup au Québec de l'éclipse du mois d'avril 2024. Mais il y a des choses dont on ne dit pas ou sur lesquelles on n'insiste pas assez. C'est ce qu'on va faire, mon collègue et moi. Donc, rendez-vous dans 2 semaines. Et d'ici là, portez-vous bien. Puis toujours rappelez que si vous avez des questions à nous poser, des suggestions à nous faire, ou même, qui sait, collaborer comme Sébastien le fait avec nous, vous êtes toujours les bienvenus. Moi, j'ai toujours plaisir à vous lire. Donc, vous pouvez nous écrire à notre fameuse adresse baladovde@gmail.com. Et sur ce, portez-vous bien et rendez-vous dans 2 semaines.